Bienvenue dans ce tout premier épisode des entretiens du podcast Le RIF, le rendez-vous dédié à l'univers des sapeurs-pompiers et de tous ceux qui vivent pour servir. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, sapeur-pompier professionnel, mais son parcours va bien au-delà. C'est un ancien pompier de Paris, militaire, gendarme et même coach de CrossFit. C'est un homme de terrain aux multiples casquettes qui a choisi de consacrer sa vie au service des autres, que ce soit en uniforme ou à travers les valeurs du sport. Alors si tu t'intéresses au métier de pompier, aux forces armées, à la gendarmerie ou tout simplement aux histoires de parcours inspirants, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Le RIF, je suis avec Nicolas aujourd'hui, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, donc ça me fait plaisir que tu sois mon premier invité parce que tu m'as beaucoup aidé pour le concours et notamment sur la partie de préparation physique. Et tu vas aussi nous expliquer d'où viennent toutes ces connaissances que tu as pu m'apporter. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois mon premier invité. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ton parcours dans les grandes lignes parce qu'on va approfondir et quelques mots sur toi. Ok, donc je m'appelle Nicolas, je suis pompier depuis 99, volontaire en tout cas. Puis j'étais dans différents corps particuliers. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps tous les deux, il y a 2 ans peut-être, 3 ans, Ouais, 2 3 ans, ans, bientôt 3 3 ans. ans. Voilà, je pensais pas avoir eu un impact aussi important pour toi. Ouais. En tout cas, je suis content que tu m'aies invité, c'est cool de partager des infos. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir sapeur-pompier volontaire du coup, vu que c'est par là que t'as commencé? Oula, alors déjà je suis passé par la case JSP. Ouais. Ça s'est passé, alors, je me rappelle pas avoir eu envie d'être pompier quand j'étais petit, Ok. même à cet âge-là, même au niveau d'IGSP. Je crois que c'est mon père ou quelqu'un de ma famille qui m'avait proposé justement de rentrer chez les JSP. Alors sur le moment, je savais pas trop ce que c'était parce que je n'en avais jamais entendu parler. J'ai dit oui, je suis allé voir. Donc à 12 ans, il y avait un test d'entrée, il fallait monter à la corde. Je crois que j'étais jamais monté à la corde, bras et jambes. Et puis je me suis entraîné, il y avait un test de sélection à cette époque-là. Il y avait un problème de mathématiques, une dictée, des mathématiques, des tests physiques qui étaient quand même assez relevés, mine de rien. Ouais. Il y avait donc du montée de corde, je crois il y avait un demi-fond, et il y avait quelques autres activités, mais je trouvais que pour des ados, c'était quand même, c'est quand même chaud. Moi, j'ai toujours été un bon coureur depuis le CM2. Je me rappelle que j'avais gagné des courses, mais pas en club, juste par plaisir. Et en fait, bon, bref, je suis rentré dans le JSP. Voilà. Ok. J'ai suivi le cursus classique jusqu'au brevet des cadets. Je suis rentré ensuite en 99 dans un CPI. Et j'ai eu un battement d'1 an parce que je suis pas rentré tout de suite. D'accord. Donc je finissais les JSP à 16 ans. À l'époque, on pouvait rentrer à 16 ans SPV. Et j'ai eu 1 an de battement où en fait j'ai continué mes études. À 17 ans à peu près, je suis rentré à volontaire. T'avais un parcours, j'ai trouvé peut-être un petit peu atypique par rapport à tous les pompiers que j'ai pu fréquenter. T'es passé par la brigade des pompiers de Paris, t'es passé par la gendarmerie, t'as travaillé aussi un petit peu dans le privé avant de finalement passer le concours de caporal sapeur-pompier et de devenir pompier professionnel. Donc on va explorer un petit peu le cheminement et les leçons que t'as pu en tirer. Il me semble que t'as commencé par l'armée. Tout à fait. Donc, est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as choisi de rentrer à l'armée? En fait, dans mes études, j'ai un CAP. Et à l'époque, un CAP BEP pompier, ça n'existait pas. Enfin, d'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Après, c'est d'autres études, mais devant la conseillère d'orientation en troisième, quand je lui ai dit que je voulais être pompier, elle m'a regardé avec des yeux ronds. Elle a vu mes résultats. Elle a dit, vous irez faire un CAP, un BEP. D'accord. J'étais pas très content parce qu'en fait, c'était pas du tout mon orientation. Bien sûr, ouais. Mais comme beaucoup d'autres personnes se retrouvent je pense, dans ce que je dis, où en fait, à l'époque, l'éducation nationale, peut-être même maintenant, en fait, on t'envoie pas forcément là où tu as envie. Bref, je m'épanouissais pas dans l'éducation nationale. Donc je me suis trouvé dans un BEP qui m'épanouissait pas du tout, j'aimais pas ça du tout, je pensais qu'au pompier. Et donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'avais anticipé, j'avais commencé à aller voir les CIRFA. Et globalement, j'ai postulé pour la BSPP en premier lieu. La visite médicale m'a dit, stop, on peut pas vous prendre, vous avez le CIGICOP qui est pas bon. Et là, ça m'avait mis un gros pet, parce qu'en fait, le CIGICOP, je pouvais même pas être pro. Et là, j'ai dit, pour moi, en fait, je suis en train de me faire, à 18 ans, là, tu te fais un chemin de carrière, en fait, il est mort, quoi.
tu te dis, en fait, tout ce à quoi j'ai aspiré pendant les quelques années où j'ai été JSP, où je suis rentré SPV, en fait, tu le mets dans une poche, tu le fous à la poubelle. Donc là, j'ai pris un gros pet au moral. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et il y a des mecs qui m'ont dit, mais attends, mais Nico, viens nous rejoindre à la sécurité civile. J'avais une connaissance qui était à la sécurité civile. Et là, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, en fait, si je peux pas rentrer à la BSPP, le CIGICOP pour la sécurité civile était plus bas. Donc, je me suis dit, banco, au moins, je ferai un truc, même si c'est pas tout à fait ce que je voulais, au moins, ça s'en rapproche. Ouais, je refais mon dossier, enfin, du moins, je repostule. Je repasse dans le cheminement du CIRFA, et là, je repasse la visite médicale, et là, la visite médicale au top. Formidable. Formidable. Sauf que j'avais postulé pour la sécurité civile, et pour pas faire de scandale, parce que en fait, dès que tu commences dans l'armée, si tu commences au CIRFA à commencer à vouloir faire des scandales, parce qu'en fait, sur le premier pet, t'avais pas forcément ce que tu voulais avec la visite médicale, en fait, c'est bon, t'es blacklisté, et tu peux dire au revoir à ce que tu voulais. Enfin, du moins, en tout cas, c'est comme ça que je le pensais à l'époque. Et c'était peut-être vrai d'ailleurs, mais en tout cas, c'est comme ça que je pensais. Donc, en fait, finalement, feu pour la sécurité civile. Voilà. Donc, mon choix a se porter sur l'USC 7, évidemment. Je connaissais pas le sud de la France. Et puis bon, entre aller dans le Var et aller en région parisienne, à Nogent-le-Rotrou, le choix il est vite fait, étant donné que à l'époque l'USC 5, donc à Corté, était pas ouverte au recrutement. C'était que pour du renforcement ponctuel. Donc c'était que Nogent, l'USC 1 ou que Brignoles, l'USC 7. Donc j'ai postulé pour Brignoles. Voilà. Ça c'est le début de mon parcours. J'ai fait donc 2 années à l'USC 7. Alors, je me suis éclaté, hein. Enfin, j'ai pas fait autant de missions que je voulais. J'ai fait quand même pas mal de trucs. Peut-être qu'on y reviendra après, on développe rapidement. 2 ans, mais mon idée de la BSPP me trottait quand même encore dans la tête. Et ça me trottait, et puis finalement, un jour, mon adjudant, mon chef de compagnie, de section, pardon, me demande ce que je voulais faire, si j'allais continuer. Et je lui ai dit que non, que j'envisageais la BSPP. Donc, pour aller plus vite, parce qu'en fait, je devais faire... Alors, c'était même pas un dossier interarmes, c'était un dossier de mutation, parce qu'en fait, on restait dans le génie. L'USC et la BSPP, c'est le génie. Et j'ai vu que ça allait être très, très compliqué de le faire en interne. Je me suis même demandé s'ils allaient pas me foutre dehors. Bon, en fait, j'ai quitté la USC pour repartir sur un réengagement en revenant dans le civil, repartir à la BSPP. Donc, je suis reparti au CIRFA. Alors, évidemment, j'ai peut-être pas employé la bonne technique. Je pense que c'était pas une bonne idée de faire comme ça. Mais ça a fonctionné. J'ai eu des bons résultats. Je suis quand même parti assez rapidement à la brigade. Enfin, j'ai refait tout le cursus. Je suis reparti à la brigade. Ça s'est très mal passé. Enfin, très mal passé. Ça s'est pas super bien passé. Je pense que je suis arrivé un peu tard dans l'âge. Je suis arrivé, je crois, à 24 ans. Et 24 ans, c'était, je pense... en fait, comment expliquer ça ? T'es pas loin de l'âge limite. C'est pas une question, ouais, c'est l'âge limite, mais c'est juste la maturité du fait qu'on voit pas les mêmes choses quand on a 18 ans dans le fonctionnement d'une structure que quand on a 24 ans. Surtout avec le fait que j'étais passé dans l'armée de terre avant, parce que la BSPP reste l'armée de terre, mais le fonctionnement de l'USC 7, c'est vraiment un fonctionnement militaire armée de terre. Ça marche vraiment comme ça. Le BSPP, c'est un fonctionnement totalement différent. On est sur un fonctionnement assez hybride, pompiers, armée de terre, où en fait j'ai trouvé, à mon sens, où ils prennent ce qui les arrange des pompiers, ce qui les arrange de l'armée, et voilà. Et le fonctionnement hybride, j'ai pas trop apprécié. Ça m'a pas empêché non plus d'avoir des bons résultats, hein. Je suis bien classé à la formation, il n'y a pas eu de souci, mais le fonctionnement global, l'ambiance globale de la caserne ne m'a pas plu, donc j'ai quitté la brigade. Mais mine de rien, ça m'a mis un brin, parce que je me suis dit que finalement, j'étais peut-être pas fait pour ce métier. D'accord, ouais. Avec tout cet enchaînement de choses, que en fait, j'aurais peut-être pas dû quitter l'USC. Donc là, en sortant de la brigade, je me suis dit, bon, finalement, Nico,
Les pompiers, c'est peut-être pas fait pour toi. Tu vas te retrouver dans le civil, comme un glandu, sans reconversion, et il va falloir taffer parce que, en fait, il faut grailler, quoi. Bien sûr. Donc, je me retrouve en sécurité, en arrière-caisse, et là, je rencontre un mec qui bosse avec moi, un retraité, un commissaire retraité, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu branles là, quoi? À ton âge, t'as 25 ans, parce que là, j'avais 25 ans, ou j'allais sur mes 25 ans. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Casse-toi d'ici, en fait. Et t'as 25 ans, t'as 24 ans, t'es en arrière-caisse, en fait, t'as toute la vie devant toi, reste pas ici. Postule, va à la police. Voilà, sur le moment, ça m'était jamais venu à l'esprit. D'accord. Moi, la Ouais. police, pour moi, jamais ça m'était venu à l'idée. Et là, je dis, putain, mais en fait, il a peut-être raison, le vieux Sars, là. Il dit, je ferais peut-être mieux de me reconvertir et d'aller dans un autre métier, même qui ressemble un peu aux pompiers, dans le sens où quand même t'aides les personnes. Je postule à la police. Bon, j'ai pas le bac, donc en fait, tu postules pour les policiers adjoints. Je passe les premiers tests correctement. Vient le moment où je passe l'entretien, où j'arrive en retard, très en retard même. Mais au moment où ils appellent mon nom, je suis là. En fait, je me suis pointé à la bourre, à l'accueil. Mais au moment où j'arrive, où je me pose sur le fauteuil pour attendre, on m'annonce mon nom. Donc, Chounard. Ah oui. Chounard de Chounard. Mais ils savaient que j'étais arrivé en retard, parce qu'en fait, je me suis présenté à l'accueil avec ma carte d'identité, ils ont fait passer le mot. Donc là, moi, je suis déjà décontenancé à fond, parce que je sais que je vais me faire sabrer. Et les types, voilà, ils me posent plein de questions, et sur les pompiers, bon, bizarrement, et pas sur la police. Et à ce moment-là, il y a des manifestations de pompiers qui mettent sur la gueule des flics. Donc, autant dire, je suis à la bourre, les pompiers mettent sur la gueule des flics, bon, bref. Je me suis Rien qui théoriquement lui vend ta ouais, faveur, ce jour-là, le jour de l'oral, c'était mort. Bon, évidemment, j'ai pas été pris, sans surprise. Et j'ai un pote qui était dans la gendarmerie. Et je lui en avais parlé. Il me dit, mais casse-toi de la police, viens en gendarmerie. Et là, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, on reste dans l'armée, c'est cool. Et là, va sur un coup de tête, ouais, presque sur un coup de tête. Là, j'en parle à personne au courant de ma famille, là, à ce moment-là. Et bien, je postule, je passe tous les examens, et j'ai réussi, et je me bats en gendarmerie. Et je passe les 2 meilleures années de ma vie. Pendant le contrat, ben en fait, il y a la femme d'un gendarme avec qui je discute, qui me dit, mais putain, mais pourquoi tu reviens pas chez les pompiers? Je lui dis, c'est bon, je suis là. Il me dit, mais essaye, tu peux toujours revenir si c'est ce que tu voulais faire. Elle était instite. Je lui dis, bah ouais, pourquoi pas, en fait, c'était mon premier amour. Il me dit, là, t'es âgé, tu peux repostuler, si t'as besoin, on t'aide pour les écrits. Et feu, je repasse le concours, je rentre pro. Voilà, race. Fin du podcast. C'est un parcours hyper haché, très difficile à expliquer lors d'entretien, parce que ça me montre quand même une stabilité qui est pas très bien vue. Mais malgré tout, chaque expérience, ça m'a apporté énormément de choses, et je me suis éclaté de différentes façons dans vraiment tous les trucs. Tout ce que j'ai fait, j'ai aimé certaines choses plus que d'autres, mais en fait vraiment tout, même après le travail, j'ai pas parlé du travail dans le civil, parce que j'ai fait d'autres boulots, mais toutes mes expériences m'ont apporté quelque chose dans ma vie de tous les jours. Et c'est vraiment le truc le plus gagnant que j'ai pu avoir. Ouais. Mais justement, tu devances ma question, qui était à propos de ces expériences-là, les enrichissements que tu as pu en tirer. Donc effectivement, là, on vient de parler de la brigade, on vient de parler de la sécurité civile et de la gendarmerie. Peut-être sans faire au cas par cas ou comme tu veux, mais quelles sont les valeurs que tu retiens majoritaires et est-ce qu'il y a des valeurs communes? Ouais, globalement, ouais. Non, mais même complètement, en fait. Tout, la sécurité civile, l'armée de terre, mais même c'est un rapport tout ensemble, tout avant, en fait. Tout est lié. T'as un rapport à l'humain qui est pas mal, qui est vraiment bon, à des niveaux différents, mais t'es là pour aider, en fait, tout simplement. T'es juste là pour aider. Et tu t'éclates. Quand tu pars en mission, tu t'éclates. Donc en fait, ouais, les valeurs sont les mêmes. Tu sois dans tous ces métiers, il y a pas de différence. T'es SPV, t'es SPP, t'es dans l'USC, t'as la BSPP, t'es gendarme, policier. En fait, certes, tu fais pas le même travail, mais globalement, t'as les mêmes valeurs. T'as pas de différence.
C'est pour ça, en fait, finalement, tu peux t'intégrer vraiment partout. Oui. Et voilà. Mais je noterai, néanmoins, que là où j'ai rencontré les plus belles personnes, c'est à la gendarmerie. D'accord. Et je m'y attendais pas, et c'est là où j'ai rencontré les gens les plus humains. Et oui, parce que comme tu me l'avais déjà fait remarquer, euh, les forces de l'ordre, et particulièrement l'expérience que tu as eue en campagne à la gendarmerie, peut-être 98% du métier, c'est du social. Ah mais complètement, c'est entièrement du social. Ouais, c'est complètement du social. Et puis, à la différence des pompiers, la gendarmerie, en fait, tu suis les dossiers. Oui. Alors que quand tu fais ton VSAV social, bah, tu prends les gens, tu discutes, tu fais ton truc, ton inter dure 1 heure, grand max, elle est finie, tu déposes les gens à l'hôpital s'il y a besoin, et c'est fini, tu rentres, tu passes à autre chose. La gendarmerie, c'est pas comme ça. Alors, la police, je connais pas, je pense qu'il y a un détachement à l'enquête par rapport aux premiers intervenants. Là, tes premiers intervenants, tu fais l'enquête, globalement, tu fais l'enquête jusqu'au bout. Oui. Et là, pour le coup, en fait, tu as un suivi des gens. Donc, en fait, leur misère sociale, tu la prends pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, suivant ce que c'est. Tu prends une gamine qui s'est fait violer, et en fait, tu l'as pas juste le temps d'amener à l'hôpital. En fait, tu l'auditionnes, t'écoutes les parents, t'écoutes l'auteur, t'écoutes la famille de l'auteur aussi. T'as les points de vue, en fait, de tout le monde. Et tout ça, ça dure un moment. Donc, en fait, tu as tout ce côté, en fait, où t'es vraiment plus encore dans l'humain. Et t'es obligé, t'as pas le choix de te détacher. T'es beaucoup plus impliqué émotionnellement. Est-ce que t'as vécu des moments particulièrement marquants en tant que gendarme? En positif, en négatif. En positif, c'était vraiment une super expérience. On a fait des chouilles de fou. Mon pot de départ, c'était un truc mémorable. Je faisais un truc de malade. J'ai complètement fait, ça a été un truc de dingue. Ah ouais. On a eu des appels. En fait, le lendemain, on a eu un appel de la mairie. Parce qu'en fait, on avait foutu trop le bordel. Il y a des gens qui s'étaient plaints du bruit. Mais j'avais fait un truc de folie. Ouais, à part les collègues, pas en positif de fou, quoi. On a fait une toute petite brigade de campagne. Ouais. Après, peut-être qu'on y reviendra. Mais à la base, quand j'ai eu mon affectation dans cette petite brigade, c'était pour moi un désastre absolu. C'était pas du tout ce que je voulais faire. J'avais d'excellentes notes. En sport, j'étais au top. Moi, je voulais pas ça. Je voulais pas mais j'ai pas eu le choix. C'était comme ça. Il y avait que ces postes-là. Okay. Donc, j'avais pas le choix. Pour le coup, arriver sur place, c'était complètement l'inverse de ce que je pensais. On m'avait fait une montagne de cette brigade. On m'a dit que c'était une brigade disciplinaire. Là-bas, t'as que les mecs qui sont punis. Ambiance de merde. Finalement, j'arrive. Pas du tout ça. Que des jeunes. Ouais. Globalement, mon âge. Okay. 3 mecs plus vieux que moi, juste. Et pas beaucoup plus vieux que moi. Ouais. Parce que je suis rentré, donc, à 25 ans, 26 ans. Globalement. Et voilà, les mecs à peine plus vieux que moi. Pas le commandant de brigade qui était un peu plus vieux, mais pas tant que ça. Donc, vraiment, en bonne ambiance. Là, c'est vraiment le côté positif de folie, quoi. L'ambiance entre les gars, soudée, vraiment, c'est une vraie cohésion. J'ai jamais retrouvé une cohésion comme ça dans d'autres corps. Part peut-être un peu à la sécurité civile. C'est une petite section, on était 30 bonhommes. En gros, donc en fait, tu vis plus en petite communauté. Là où à la brigade, j'étais dans un gros CS. Et pour le coup, on voyait des fois les mecs à la fin de la journée, je les avais quasiment jamais vus. Donc créer une cohésion là-dedans, c'est un peu plus compliqué. Oui. Là, on était 6 ou 7, je crois. Même pas. Ouais, je crois qu'on était 6 à la gendarmerie. Donc ouais, tu vis avec les gens, en fait. Bien sûr, Alors, il y a une certaine limite, mais tu vis avec eux. Des trucs un peu plus horribles. Le côté négatif, je dirais les interventions, globalement, parce que même le temps de travail qui était abusé, mais finalement, quand tu t'amuses, c'est le temps de travail, tu le vois pas, surtout quand t'as pas de famille, t'as pas de contraintes. Mais après, oui, t'as la détresse humaine, tout ce qui est lié aux agressions sexuelles, au viol, au suicide, des trucs comme ça, où tu ramènes du boulot à la maison, parce que de toute façon, t'habites à la brigade, donc en fait, t'as juste une porte à franchir pour te retrouver dans ton logement. Finalement, tu quittes jamais vraiment le métier. En gros, c'est ça le côté négatif. Et après, dans un autre côté positif aussi qui m'a marqué, on a la chasse d'inter, tu fais jamais dans ta vie. Tu chassais le kangourou. On s'est retrouvés dans la forêt à aller chasser un kangourou. Incroyable. Tu sais pas comment. Ouais. Alors globalement, je devais pas bosser et je reçois un appel sur le téléphone dans la piole de l'appartement où Nico, faut que tu te lèves, faut que tu rejoignes la patrouille. Ils sont à la recherche d'un kangourou. Bon, autant te dire, j'y ai pas cru.
J'ai fait répéter 25 fois qu'ils n'étaient pas en train de se foutre de ma gueule parce que j'étais en train de dormir, parce que j'avais fait la patrouille de nuit. Non, il faut que tu y ailles, il y a vraiment un kangourou, quoi. Au milieu de la forêt, dans un endroit où, techniquement, il n'y a pas de kangourou, quoi. Ouais, Il n'y a pas de zoo, il n'y a pas de cirque. Enfin, il n'y a rien, quoi. Et effectivement, on arrive sur les lieux et il y a des gens le matin, ils avaient une mare, c'était près d'un bois, et ils avaient une grande baie vitrée et ils voyaient les chevreuils s'abreuver devant leur maison, devant vraiment leur baie vitrée. D'accord. C'était magnifique. Et là, ce jour-là, eh bien, c'était pas un chevreuil, c'était un kangourou. Incroyable. Un kangourou qui était en train de boire dans la mare, quoi. Donc, même quand ils ont dû appeler, personne n'a dû les croire. Oui. Mais effectivement, donc on était avec l'ONF dans la forêt et on a pisté le kangourou, ils l'ont attrapé. Un kangourou, quoi. Il venait d'où, ce kangourou? On n'a jamais su. Ah bon, d'accord. On n'a jamais su d'où il venait, mais ils avaient trouvé aussi des félins. Il y avait une panthère qui avait traîné il y a quelques années, enfin il y a peu de temps dans le coin aussi. Enfin à 20 bornes, D'accord. 30 bornes, ils avaient trouvé une panthère. Donc je pense que il y avait un mec dans le coin qui avait un genre de zoo privé ou un truc comme ça, parce que pas bien fermé. Ouais, pas bien fermé. Parce qu'il y avait des trucs bizarres. Comment tu as réussi à gérer la préparation du concours de caporal tout en étant gendarme? Parce que j'imagine que le rythme de travail est quand même assez soutenu et tu déconnectes pas vraiment comme tu viens de le dire. Donc comment tu as réussi à... Parce que pour l'avoir passé, c'est quand même de la préparation, du boulot. Ouais, c'était pas le même concours. Je l'ai passé en 2009, je crois. Le sport était pas noté. Enfin, il était pas noté. C'était fait, non fait. Par contre, c'était l'écrit qui était noté. Donc le sport habituel, enfin du moins à l'époque, luc léger, piscine, aller-retour sur navette sur 5 mètres, le plus vite possible. Ouais. Et après, je me souviens plus des épreuves. C'était pas physiquement. Bon, j'avais la caisse. J'ai toujours été sportif. J'ai toujours eu des bonnes notes en sport. Ça m'a toujours transcendé. D'autant plus que je trouve que c'est la chose facile à travailler le sport. Globalement, tu en travailles un peu tous les jours. En fait, t'es rapidement très très bon. Finalement, c'était l'écrit qu'il fallait bosser. Ouais. Moi, je suis pas un littéraire. L'école, c'était pas mon truc. Mais finalement, en s'y mettant un peu, juste un peu, un peu tous les jours. Ouais. Mais finalement, ça fait des merveilles. C'est comme le sport. Au lieu de faire tout d'un coup et pas beaucoup de temps, mais en fait, on fait un peu tous les jours. Et le sport, t'en fais un peu tous les jours. L'écrit, t'en fais un peu tous les jours. Et finalement, ça paye. Hein. Après, il faut aussi une discipline personnelle. Il faut écrire un peu. Ça marche, ça paye. Après, je dois avouer aussi que le fait d'avoir travaillé en gendarmerie, ça m'a vachement aidé. Parce que on est tout le temps en train d'écrire. Et à l'époque, c'était l'écrit qui était noté. Donc, t'avais des questions, réponses ouvertes courtes, le croc. T'avais le travail de prise de notes à faire sur des documents. Ouais. Travail de synthèse, d'observation, et pour le coup, après, d'écriture. Et en fait, finalement, la gendarmerie, ça m'avait vachement aidé. Alors, pas forcément d'écriture, parce que tu utilises les ordinateurs. Au niveau de la synthèse, en fait, tu deviens super bon, parce qu'en fait, tu fais que ça, en fait. Tu fais que synthétiser ce que disent les gens. Quand tu prends une audition, en fait, tu retranscris ce qu'ils disent, mais après, tu dois faire des documents de résumé. Pour le magistrat lui veut un résumé, il lit pas forcément toutes les pages. Et ouais. Donc tu dois faire des résumés, tu dois faire beaucoup de comptes rendus à ta hiérarchie, également en résumé. Donc en fait, je pense que ça m'a vachement aidé. Et le fait de devoir observer, ça m'a beaucoup aidé, je pense. Ouais. Mon meilleur ami à l'époque, c'était le dico. Tout le temps devant l'ordinateur à écrire, et tu étais tout le temps avec le dico pour pas faire de faute. Parce qu'en fait, ta hiérarchie, elle te reprend. Tu fais une faute dans ta procédure, tu refais toute ta procédure. Tu corriges les fautes. Tu n'envoies pas un courrier, tu n'envoies pas un document avec des fautes orthographes. Bien sûr, ouais. Sinon, tu passes pour un imbécile. Voilà. Donc ça m'a vachement aidé, je pense. Et la discipline personnelle. Des fois, et pour le coup, j'avais retenu des choses qui servaient à rien et des choses qui, pour le moment, sur le moment, m'ont servi à rien. Des fois, le destin, ça se joue à pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, je me suis souvenu quand j'ai révisé d'une date à laquelle les fonctionnaires territoriaux ont le droit de faire grève. En fait, c'est très récent. Les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de faire grève, c'est assez récent. Et bien à l'oral, parce qu'on va parler de la préparation de l'oral, à l'oral, il y avait un mouvement social là où j'ai passé le concours à l'oral, et ils m'ont posé une question sur le droit de grève.
Et j'ai pu leur ressortir l'un des seuls trucs que j'avais retenu de mes cours. Et tu vois, le destin, ça joue pas à grand chose. Et j'ai ressorti les articles de loi et la date à laquelle les pompiers ont eu le droit de grève. Et je pense que je les ai sanctionnés, là. Parce que là, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Là, t'as dû marquer des points, c'est sûr. Alors, pour l'oral, je me suis entraîné tout seul, devant le miroir. Alors, je me suis mal préparé, je pense. Plus tard, j'ai eu une personne, après avoir passé le concours, qui m'a repréparé un oral d'entretien pour entrer dans un SDIS. Et lui, il m'a corrigé mon oral. Que j'ai utilisé le même, hein. J'ai utilisé le même oral pour le concours pro que pour le recrutement. Et en fait, il m'a corrigé. Je savais pas donner trop de positif dans certaines choses, et c'est lui qui m'a corrigé, et voilà. Mais malgré tout, ça a fonctionné. Donc mon oral, j'ai fait un texte que j'ai pas forcément appris par cœur, parce qu'il faut pas apprendre par cœur. Non, les grands. Donc, faut jamais apprendre par cœur en oral, parce que si on est coupé, on se perd le fil. Et puis ça s'entend quand on apprend par cœur. J'ai fait passer également des oraux à des copains, de façon officieuse, hein, pas en caserne, hein. J'avais préparé un truc chez moi, et j'avais convoqué un copain pour lui faire passer un oral. J'avais vraiment tout bien préparé avec une caméra et tout. Et mais vraiment, faut pas. Il avait appris par cœur, et je lui dis, et je l'ai fait réécouter. Il s'est vu dans la vidéo, et il a compris direct qu'il faut pas apprendre par cœur. On apprend les grandes lignes. Faut connaître sa vie. Faut pas douter, en fait. On a des choses, toutes les petites choses. Même des petites choses qu'on pense sans intérêt, ça peut avoir son importance. Mais pour ça, il faut travailler son oral. J'ai répété devant le miroir, j'ai répété. La gestuelle est hyper importante. Il faut pas se sentir trop stressé. On va l'avoir le stress, mais il faut pas le montrer. Il faut donner le change. Donc il faut bouger les mains. Bouger les mains à l'oral, c'est hyper important. Sans faire l'italien, hein, mettre des grands gestes partout. Mais il faut bouger les mains. Et là, ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Il faut être sûr de soi. J'ai eu des questions très particulières, et finalement, j'ai même réussi à retourner une situation où, parce que j'avais les connaissances, l'examinateur m'a donné une fausse affirmation, et je l'ai corrigé. Alors c'était tout bon, tout mauvais, hein. Parce que j'aurais pu, c'était risqué. Je l'ai corrigé. Ça a fait rire les autres. Quand ça a fait rire les autres, là, je me suis dit, ouais, c'est gagné. Là, t'as gagné. Bien joué. Selon toi, qu'est-ce qui distingue, par rapport à tes autres expériences, le métier de pompier en termes, par exemple, d'engagement et de responsabilité? Par rapport à quelle expérience? Par rapport à ton expérience en gendarmerie, ton expérience dans la... Qu'est-ce qui fait la différence entre SPP et les autres? Ouais, c'est ça. Les valeurs sont les mêmes, donc finalement, il n'y a pas de grande différence. Je pense que l'engagement est plus important encore en gendarmerie que chez les pompiers, notamment les pompiers pros qu'on est quand même vachement avantagés au niveau des horaires de travail. On est préservé. Préservé, quand je dis préservé, c'est un bien grand mot. En fait, on fait que respecter la réglementation du code du travail. Alors que l'armée, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Font pas un peu ce qu'ils veulent, mais tu vois, par exemple, je parle la BSPP, tu rentres chez toi, t'as les yeux au fond du seau, t'es éclaté. Gendarmerie, j'ai fait du 11 jours de travail, 4 jours de repos. Voilà, enfin, tu fais comme tu peux, et voilà, ça passe. Et tu vois, l'USC, c'était beaucoup plus cadré, par contre. Là où, en fait, quand tu étais en mission, alors je parle pas d'OPEX, hein, je parle en mission, en détachement en France, sur les feux de forêt notamment, quand tu es prépositionné en Corse, on travaillait en 4-2, 4 jours de travail, 2 jours de repos. Franchement, c'était un super bon cycle. C'était vraiment cool. Non, il n'y a pas de grosse différence, je dis, à part, t'es plus tranquille, en fait, quand t'es pompier, hein. Donc, la différence, ce serait le rythme de travail. Ah ouais, le rythme de travail, même le salaire, hein. Voilà, le salaire et le rythme de travail, c'est gagnant-gagnant. Pro, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas photo. C'est pas les mêmes expériences. Alors, tu peux avoir de super expériences en pro. Le gagnant-gagnant, ouais, c'est le pro. Au niveau pompier professionnel, si tu devais choisir une intervention, une expérience qui t'a marqué, laquelle tu pourrais nous partager? Que pro, ou je peux choisir... volontaire, oui, volontaire, pro. Je peux choisir aussi BSPP, USC, tout ça. Ah, tu peux en parler aussi, il n'y a pas de souci, bien sûr. Il y en a plein qui m'ont marqué. Après, je trouve que elles me marquent de plus en plus. Les interviews vieillies, plus elles me marquent.
Donc en fait, je sais pas si c'est dû à l'âge, ou si c'est dû à ma sensibilité, ou si c'est dû à l'intervention. Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. J'ai le décès d'une jeune fille dans une bagnole qui en fait est morte au volant de sa voiture, mais elle était comme si elle avait rien en fait. Elle avait juste une petite goutte de sang au niveau de la bouche et elle allait sortir. Elle allait sortir et voilà, on l'a retrouvée comme ça, assise derrière son volant, morte. Pas abîmée, rien. D'accord. Voilà, elle était habillée en soirée, juste morte comme ça. On aurait pu croire qu'elle était vivante, qu'elle était juste inconsciente. Et en fait, elle était décédée. Voilà, ça c'est une qui m'a marqué. Il y en a d'autres qui m'ont marqué. Je peux pas trop en parler. Ouais. Parce que diffusé sur, c'est diffusé. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans ces interventions. Mais souvent, les morts de jeunes adultes, dans des situations accidentelles, ça m'a marqué. Après, j'ai une période où j'ai fait énormément de pendus. Là, ça m'a beaucoup marqué, même à mon domicile. J'ai commencé à avoir des cauchemars, des hallucinations avec ma femme de l'époque, qui, je crois, je pensais qu'elle était décédée à côté de moi en pleine nuit. Donc j'ai fait une prise de pouls, j'ai paniqué. En fait, je pensais qu'elle était décédée. Aucune raison. Hein. Il n'y avait aucune raison. Mais à force de décrocher des pendus, en fait, j'ai vrillé. Okay. Voilà. Après, j'ai fait plein d'inter qui m'ont marqué positivement ou d'expériences de fou. Tous mes détachements en Corse. Ah, bien. Avec quel corps? L'USC. Ah oui, d'accord. Les USC 7, détachements en Corse, truc de folie. J'ai fait 2 détachements en Corse, enfin 2 grands détachements d'été, 2 petits d'hiver. Ça fait 4, 5, 6 mois de détachement en Corse. C'était fantastique. Été comme hiver. Il n'y a pas à tortiller, c'est un super département. Très accueillant. Enfin, les gens sont hyper accueillants. D'ailleurs, quand j'ai quitté la sécurité civile, il y a un moment, j'ai eu un moment de battement. J'ai failli décider de rester en Corse et de chercher un boulot en Corse au lieu de partir à la brigade. Tellement ça me plaisait tant. J'ai pas poursuivi. Après, c'est la vie. Hein, c'est peut-être que j'aurais dû le faire, mais pour le coup, je regrette pas aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Détachement en Corse. J'ai fait une OPEX. Je suis parti en Algérie en 2003 pour faire un séisme. Boumerdès, donc premier détachement à l'étranger. Pour moi, c'est une découverte de folie. C'était super. Même si j'ai pas eu l'impression d'avoir servi à grand chose, parce qu'en fait, on travaille en équipe, donc en fait, le travail individuel est dilué dans le travail du groupe. Bien sûr, oui. Même si on a sauvé, je crois, un paquet de personnes. Oui. On est parti à 2 sections. On a sauvé, je crois, une vingtaine de personnes sous les décombres. Oui. Il y en avait une qui a été un peu médiatique parce qu'elle a été sortie pendant assez longtemps. On a mis longtemps avant de la sortir, ça a duré très longtemps. Elle a été évacuée en France en avion direct, en fait. Parce qu'on pensait qu'on allait devoir lui couper le bras sur l'intervention. Et finalement, le médecin militaire lui a pas coupé le bras et ils l'ont renvoyé en France. Ils ont pu lui sauver son bras. À la suite de ça, on a eu le choix de repartir sur le continent, enfin repartir en France ou rester pour monter un hôpital de campagne, l'ESCRIM. Donc en ce moment, à Mayotte, ils l'ont monté. L'ESCRIM, c'est l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. En fait, c'est un hôpital de campagne gonflable qui peut être envoyé un peu partout en France et dans le monde. Et pour le coup, c'était le cas. Donc, on a des médecins militaires français. C'est armé par des militaires et par des pompiers civils, les deux. Et donc, on a monté ça. Et on a pas mal aidé des gens parce que l'hôpital de Boumerdès, il avait été abîmé par le tremblement de terre. Donc, on a accueilli pas mal de personnes. Il y a eu des accouchements qui s'est mal passé d'ailleurs, je crois. Ils ont fait tout parce qu'ils ont une table d'opération. Donc nous, on n'assiste pas forcément. Enfin moi, en tant que sapeur sauveteur, j'assistais pas forcément à tout le côté médical. Je m'occupais de la logistique. J'aidais à la logistique. On faisait une tâche assez ingrate. Pour le coup, ça restait quand même une expérience assez intéressante. Donc avec les custos, on faisait la bouffe. En tâche ingrate, on a nettoyé les chiottes chimiques. Alors là, quand je dis comme ça, c'est pas du tout excitant. Bien sûr. Mais il faut le faire. C'est la continuité, voilà. En fait, tu peux pas faire que ce qui est bien, en fait. Ben oui. Tu fais la continuité du secours, la continuité du service public, en fait, globalement. Et finalement, tu vois un peu l'arrière du tableau, et qui est quand même hyper intéressante, parce que tu vis quand même avec les médecins, tu participes un peu au groupe et tout, puis t'es à l'étranger. Enfin, je veux dire,
tes missions à l'étranger, t'en fais pas tous les 4 matins. Bien sûr. Donc, t'as l'occasion de rester, bah, tu restes, en fait. Mm. Ça m'a bien marqué, c'était vraiment cool, c'était une super expérience. SPP, pareil, quelques intermarquantes, mais rien de... Bah si, les émeutes en 2005. J'ai participé aux émeutes en 2005. D'accord. J'ai pas été directement confronté parce qu'on n'était pas dans un secteur qui était confronté. Et les moments chauds, en fait, j'étais au SAV. Ah, j'étais pas forcément au fourgon. Ouais. J'ai pas été, ça m'a marqué dans le sens où je me rappelle. Mais vu que j'étais pas, pareil, j'étais au SAV, j'étais pas directement dans l'intervention. Il y a eu un feu dans un Jiffy. Où il y a 2 pompiers qui sont décédés, il me semble. Et nous, on a pris en charge un des pompiers qui était intoxiqué par les fumées. Alors, je sais plus si c'était un ou 2 pompiers qui sont décédés. En tout cas, un, c'est sûr. Mais voilà, nous, on arrive, il y a déjà l'hélico, t'arrives, t'as l'hélico qui est sur zone, t'as un mec un pompier qui est en train d'être massé. Je pense que, enfin, il y a pas mal de pompiers peut-être qui vont écouter cette émission, qui vont être à la brigade, et j'en ai côtoyé déjà qui ont déjà participé à cette mission, à cette intervention. Donc on a déjà pu échanger, même dans le civil. Et pendant un moment, j'avais gardé le téléx de l'intervention. Je pense que je dois plus l'avoir maintenant. Mais ouais, ça m'avait marqué parce que en fait, tu te rends compte que en fait sur des accidents bêtes non, c'est un incendie. Les mecs ils sont fait prendre par les fumées parce qu'ils étaient en sous-sol dans le feu. Enfin, ils sont allés chercher le feu dans le sous-sol du Jiffy. Et en fait, les étagères de rangement du magasin, à la fin, elles se sont effondrées sur eux. Ouais. Donc, en fait, ils étaient bloqués. Ils pouvaient plus s'échapper. Et le deuxième binôme qui est allé les chercher, eux, ils ont été aussi pris par les fumées. Donc, ouais, c'était chaud, là. Mais je l'ai pas ressenti comme plus dur, mais j'ai pas ressenti durement, j'ai pas été impliqué directement. D'accord. Mais c'est un truc que je me souviens que je me dis que finalement, on est peu de choses. Il faut quand même faire super gaffe, même si on a la confiance, il faut faire attention. Bien sûr. Et au niveau de ces interventions qui peuvent choquer, vu que tu as été confronté à diverses situations dans divers corps, que ce soit la gendarmerie, comme tu nous as dit, la BSPP et les pompiers dans le civil, dans quel corps tu as senti que tu étais le mieux pris en charge, le mieux accompagné, le mieux... Psychologiquement ? Psychologiquement. Aucun, d'accord. Aucun. Il y a des efforts qui sont faits, je sais, mais c'est des efforts maladroits. Dans l'armée de terre, c'est sûr que non. D'accord. Alors même s'il y a maintenant un développement de la conscience sur les syndromes post-traumatiques de plus en plus. Mais d'ailleurs, il y a un livre que j'ai pas en tête, je crois que ça s'appelle D'une guerre à l'autre, que tout militaire devrait lire, même les pompiers. Et d'un mec qui a participé au conflit en Côte d'Ivoire jusqu'au conflit en Afghanistan, et il parle d'un de ces syndromes qui n'a pas été pris en charge justement par l'armée. C'est hyper intéressant. Je le mettrai en description. Voilà. C'est très et il est gratuit sur l'abonnement Amazon Kindle. D'accord. Voilà. Enfin, il est gratuit, il faut avoir l'abonnement, hein, mais on peut le lire. Il faut le lire, vraiment. Il y a quelques livres militaires intéressants à lire, mais celui-là est hyper intéressant. Ça donne vraiment le point de vue d'un bidasse qui se sort les doigts et qui aime ce qu'il fait, mais qui a des périodes difficiles parce qu'il n'est pas soutenu par la hiérarchie. Mais c'est vraiment pas mal. Donc ouais, l'armée de terre était un peu à ce moment-là, dans cette période on reconnaît pas trop, on n'aime pas trop les faibles. Ouais. Je sais que c'est en train de changer. Mais moi à l'époque, c'était pas question tu pouvais en parler, hein, ça servait à rien. Fallait en parler avec les copains autour d'une bière parce que sinon c'était pas la peine. On te filait si ça allait pas, on te filait un Doliprane. Voilà. Okay. L'armée de terre, t'as mal, on te donne un Doliprane, un bout de bandage et en avant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et après, les SPP, les SPV hein, pour le coup. Ah ouais, il y a aussi une prise en compte. Particulièrement, j'ai été confronté à 2 prises en charge psychologiques dans mon SDIS. Une qui a été bonne pour l'histoire des pendus, où j'avais un peu vrillé, où en fait c'est moi qui demandais à aller, ils m'ont reçu. En fait, j'avais juste besoin de me confier à quelqu'un d'autre qu'à un civil. En fait, c'était un psy. Hein, donc, en fait, j'y suis allé une fois, ça m'a suffi en fait. J'ai lâché les vannes dans son bureau
Et en fait, ça m'a fait du bien. En fait, j'avais besoin de lâcher les vannes. Et puis après, tout mon stress, il est parti après. J'ai plus de cauchemars. J'ai plus de ces angoisses de nuit. C'est passé direct. Le deuxième coup, je sais plus pourquoi. Je me rappelle même plus de pourquoi. Mais en tout cas, j'avais demandé. Enfin, c'était deux groupes en fait. On devait voir tous ensemble, toute l'équipe. On devait voir le psy. Et en fait, j'étais en retard ce jour-là. Je sais pas ce que je faisais. J'avais pas pu, parce qu'elle venait en caserne. Et j'avais pas pu être au rendez-vous. J'étais en inter ou, enfin, j'étais à la caserne ce jour-là, mais j'ai pas pu être là quand la psy était là. Et en fait, elle a refusé de me voir, en groupe. Je pouvais pas venir me regreffer au groupe qui avait discuté. Et D'accord. ça, en fait, ça a été extrêmement maladroit. Oui. Parce qu'en fait, je comprends pourquoi ils font ça. Je connais le concept des groupes. Pourquoi on fait pas venir quelqu'un. Mais pour le coup, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Parce que, moi, je l'ai très mal vécu. Ok. C'est m'exclure du groupe, alors que justement, j'étais dans ce groupe quand ça s'est passé. Ouais. Et là, je l'ai très mal vécu. Le non, là, comme ça, j'ai très très mal vécu. Après, c'est passé avec le temps, parce qu'en fait, c'était pas quelque chose d'impactant pour moi, autant que l'histoire des pendus. Mais par contre, sur le moment, j'ai très très mal vécu. J'étais très en colère contre le système, le contexte psychologique, la présence psychologique du SDIS. Enfin, contre la personne en tout cas, parce que c'était peut-être qu'une histoire de personne, pas une histoire. Mais en tout cas, au point de vue psychologique, je sais qu'il y a une prise en charge qui est améliorée de plus en plus et De plus en plus. de plus en plus. Ouais. Par rapport à ce que toi tu as pu vivre et aux prises en charge maladroites, etc., qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer? Dans quel sens il faudrait aller pour que la prise en charge soit pas parfaite parce qu'on n'arrivera jamais, mais qu'elle soit plus efficace Je dirais que pour les SPP et les SPV du SDIS, de ce SDIS, je pense c'est pas mal fait. Enfin, franchement, je trouve j'ai rien à rajouter en fait. D'accord. Les portes sont ouvertes. On peut y aller, il faut appeler quand même pour prévenir. Mais globalement, les portes sont ouvertes. On a juste à passer un coup de fil et c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, les corps d'armée, je sais pas. Je sais pas comment ça a évolué. Je sais que ça évolue dans le positif, mais là, je peux pas en parler parce que je sais pas en fait. Bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, au SDIS, ça évolue dans le bon sens. Et j'ai trouvé que c'était, enfin, en tout cas pour moi, la prise en charge a été correcte. Et il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu. Ma hiérarchie n'a pas été au courant. Il n'y a eu aucun problème là-dessus. Je pense qu'en fait, ça va dans le bon sens, tout simplement. Je pense que ouais. Après, c'est une histoire de moyens. Je pense que c'est l'inconvénient peut-être du civil et des SDIS, mais vu que chacun gère un petit peu son établissement avec ses budgets, etc., c'est ça, exactement, il y a forcément des compromis à faire. Le SDIS a sa propre politique médicale. Voilà, le SDIS d'à côté, là, il y en a sûrement une autre. Voilà. Il y en a qui sont peut-être en avance par rapport à d'autres. Exactement. Et là, pour le coup, le psychologique, après, c'est une question de moyens. Et on se présente pas. C'est ça. Après, j'ai pas eu une affection de longue durée. D'accord. C'était, voilà, j'ai eu un moment de mou, j'ai eu une période de mou. Après, si j'avais eu une longue durée, vraiment une période où vraiment ça allait pas pendant très longtemps, peut-être que j'aurais vu une autre facette, en tout cas, du fonctionnement ou du dysfonctionnement. Oui. Mais pour le coup, ouais. C'est pas le cas. Ouais. Donc, en tout cas, là, j'ai rien à dire. Ça va dans le bon sens. Et on peut féliciter les SDIS de s'être mis à la page pour ça. Ça m'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant, touche du bois. Le personnel, l'officier en charge de la psychologie m'a appelé chez moi parce qu'ils avaient eu l'information via certainement le chef de centre d'une certaine intervention. Donc j'avais rien signalé ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont appelé chacun des membres de l'équipage qui étaient présents sur l'intervention. Donc ils vont au-devant des agents avant que ce soit trop tard ou avant même qu'ils se manifestent. Parce que là, c'était vraiment 2 jours après, je crois. Ouais, mais même, tu vois, c'est bien ce que tu dis, parce que, tu vois, ce matin, on a fait 2 arrêts cardiaques, 2 ACR, et au bout du deuxième, en fait, le médecin nous a appelé derrière l'ambulance et nous a dit, bon, ça va les gars, comment vous vous sentez? Ça fait quand même le deuxième qu'on fait ce matin, comment vous le ressentez? Donc, ouais, clairement, il y a une prise de conscience. Exactement, une vraie évolution là-dessus. Ça, c'est un point fort quand même. Selon toi, quelles sont les qualités qui sont essentielles pour réussir dans ce métier?
métier de pompier? Les valeurs du pompier, en fait, tout simplement. Et on connaît la devise des pompiers. Mhm. Il y en a peu qui connaissent les valeurs. Les valeurs, altruisme, efficience, discrétion. Tu connais ces 3 points, tu sais ce que ça veut dire, tu les appliques dans ta vie de tous les jours, même au quotidien, hein. Oui. Tu seras un bon père de famille, tu seras un bon pompier. Voilà, tout simplement. Tu fais ça, il y a rien à ajouter, hein. Ouais, non, Tu gardes cette philosophie dans ta vie, tu seras une bonne personne. Voilà. Après, il y a d'autres qualités, hein, que tu peux avoir. Après, des qualités individuelles, il y a des gens qui ont d'autres qualités, mais tu as ces qualités-là, t'es gagnant. C'est sûr, t'es gagnant. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas photo. Tu seras globalement un bon pompier. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut rejoindre les sapeurs-pompiers, surtout plus particulièrement à quelqu'un qui viendrait d'un corps militaire, gendarmerie ou de l'armée? De rester lui-même, en fait. D'accord. Enfin, à part si il a quitté ses corps parce que il n'avait pas une bonne mentalité, comme je disais juste avant, en fait, hein, trois qualités du pompier. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à leur dire. Ces mecs-là, ils ont déjà roulé leur boss, en fait. Donc, j'ai pas grand chose à leur dire. Ils ont tous leur expérience personnelle. Ouais. De toute façon, même un mec qui vient du civil, qui a jamais été pompier, il a toujours un truc à apporter. Ouais. C'est pas parce que t'as été... Ouais. Enfin, c'est ce que je dis souvent, quand il y a des recrutements ou des choses comme ça, des fois on dit « Ouais, putain, le mec, il vient de la brigade, cool. Ouais, non, mais en fait... Ou même un SPV. On recrute des JSP, par exemple, qui rentrent SPV. Ouais. Ah, c'est bien, il est SPV, il était JSP avant. Oui, non, mais en fait... c'est pas... Ou SPP, mais en fait, c'est pas parce que t'étais SPV ou que t'es JSP ou t'étais la BSPP qu'en fait, tu feras un mauvais pompier si tu l'es pas. En fait. Bien sûr, ouais. Tu peux très bien être un civil avec des valeurs et même tard et être un super pompier. On en connaît tous des mecs, des pompiers qui n'ont pas de grandes valeurs en fait, et des mecs qui viennent du civil qui sont des super pompiers et qui ont une autre mentalité. Voilà, on en connaît tous. Ils ont des choses. Tout le monde a sa petite chose à apporter. Et un mec qui vient du civil, qu'est-ce que je pourrais lui dire? En termes de sport, il n'y a pas grand-chose à dire. Révise, d'ailleurs, ça fait bien que tu fais bien d'en parler, c'est un truc sur lequel je vais rebondir. Alors peut-être que tu voulais me poser la question après, je sais pas, mais maintenant que j'y pense, je vais le dire. Je me rappelle de mon premier cours de GSP. Ah. Mon tout premier. On devait apprendre un texte par cœur. D'accord. Et ce texte-là, je vais vouloir te le dire, et maintenant que j'y pense, je ne m'en souviens plus. Mince. Si, ça y est. L'instruction technique est au même titre que l'instruction physique l'une des principales formes d'activité du sapeur-pompier. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Oui. Le sport, la manœuvre. Tu respectes ces 2 credos-là, Oui. Pareil, tu seras un bon pompier. Si tu devais retenir vraiment une seule chose, quelle leçon tu tires de toute cette expérience? Sacrée question. Ah, c'est pas simple. En fait, j'ai pas encore fini ma carrière. Oui. Donc je pense que j'ai encore des leçons à prendre. En fait, quand tu es pompier, tu as déjà une certaine... pompier ou même des autres corps, hein, c'est quand tu as vraiment le sens du service public dans les méthodes d'urgence, en fait, tu as déjà une partie de la leçon qui est faite. Parce qu'en gros, ce que tu as en toi, c'est déjà très fort en fait. Donc après, les leçons que tu vas apprendre, ça va être juste des leçons de l'expérience. Ouais. Voilà, tu as des expériences dans telle ou telle intervention, tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre des choses, mais globalement, tu as déjà une partie du package quand tu es dans l'institution. Tu n'es pas là par hasard, en fait. Il y a des mecs qui sont là par hasard. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas tant que ça. Alors oui, il y en a qui mettent le frein à main quand ils arrivent en centre, ils disent c'est bon, j'ai fait le plus dur. Ils sont pas beaucoup, en fait. Souvent, on retient qu'eux, parce que c'est des plaies, mais en fait, ils sont tellement peu qu'en fait, non, globalement, j'ai pas les leçons, on a déjà pris une grande partie, et on peut faire le point qu'à la fin de la carrière, je pense. Je disais en introduction que tu m'avais beaucoup aidé pour la préparation physique. Ok. Et c'est pas anodin si je me suis tourné vers toi, parce qu'au cours d'une discussion, tu m'as parlé d'une de tes expériences dans la vie civile et dans le privé en tant que coach sportif. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, quand j'ai passé à l'époque, ça s'appelait l'OPS.
J'étais, je crois, le premier volontaire de mon département à passer ce stage-là, D'accord. opérateur physique et sportif. Ouais. D'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes parce que physiquement, j'avais sanctionné certains professionnels qui étaient volontaires, T'as piqué leur ego, voilà, du coup. qui avaient piqué leur ego. Et les tests de sélection étaient très difficiles. C'était vraiment très, très relevé. En gros, c'était pour encadrer les activités physiques. Le stage durait 4 semaines, 2 fois 2 semaines. C'était vraiment un super stage. Et bref, durant l'une des conversations qu'on a eues durant ce stage, parce qu'en fait, c'est une formation qui est en grande partie donnée par des profs de sport. C'est pas par le SDIS. Il y a une petite partie qui est donnée par le SDIS, mais une grande partie qui est donnée par des profs de sport au sein du CREPS. Et un jour est venue la question de mais c'est quoi la meilleure séance de sport pour les pompiers? Parce qu'au CREPS, eux, c'est des spécialistes. Au CREPS, t'as un prof de course à pied, un prof de powerlifting, un prof de nage, un prof de judo, etc. Et là, pour le coup, c'était un spécialiste du powerlifting. Et le mec, il dit, mais en fait, vous avez rien compris. Il n'y a pas de séance pour vous, les pompiers. Vous, les pompiers, vous devez savoir tout faire. C'est là qu'est le challenge, en fait. Et ouais. C'est qu'en fait, vous devez, voilà, la polyvalence, exactement. Vous devez savoir tout faire. Sauter, courir, tirer, pousser. Enfin, bref. Alors que, moi, je suis rentré au SDIS, nous, ce qu'on nous demandait de faire, mais en fait, c'est pas qu'au SDIS, hein. Tu vas dans l'armée de terre, c'est pareil. Tu sais courir un 10 kg à fond la caisse, t'es un champion du monde. Tu fais 25 tractions, t'es un champion du monde. Moi, j'étais champion du monde. Sauf que j'étais pas polyvalent. Ouais. En fait, je faisais des semi-marathons, j'enchaînais des tractions en mode folie. Voilà. Mais pour le coup, j'étais pas polyvalent. J'étais bon dans ce qu'on me demandait. Ouais. Et là, en fait, ça m'a fait un tilt. Je me dis, punaise, mais en fait, le gars, il a raison. Un pompier, ça fait pas que courir et tirer des tractions. Et pas que faire du développé couché et faire des biceps pour le bal. Ça marche pas non plus. Non, ça marche pas. Voilà. Et ça a été là la prise de conscience. Donc, heureusement, à ce moment-là, il y avait Internet. J'ai commencé à chercher sur Internet séances pour les pompiers. Et je suis tombé sur les premières pages du CrossFit. Et qui commençaient à peine à se développer en France. C'est-à-dire qu'il devait y avoir peut-être 2 ou 3 box en France et tout. C'était vraiment underground. D'accord, ouais. Il devait y avoir une salle à Paris et une salle à Bordeaux. Et peut-être une autre salle ailleurs, quoi. C'était vraiment au tout début du CrossFit. Et en fait, donc je me suis renseigné et j'ai trouvé une salle à côté de chez moi. Étonnamment. Mais c'était pas une salle, c'était pas une affiliée. C'était un mec qui avait monté un garage gym et il faisait payer l'abonnement. Alors ça s'appelait pas CrossFit, hein. Ouais. Mais il prenait la philosophie CrossFit, il l'appliquait à la lettre, contrairement à même des affiliés qui s'appellent CrossFit, mais qui n'appliquent pas à la lettre la philosophie CrossFit. Mais lui, il appliquait à la lettre. Et en fait, à côté de chez moi, il y avait ça. Je dis, mais c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Le hasard fait bien les choses, quoi. Ouais. Voilà, je tombe sur le CrossFit, il y a un truc à côté, pas très loin de chez moi. Et là, j'arrive, et là, c'est la découverte. Mais le bonheur total. C'est-à-dire que moi, je suis issu de la course à pied, je faisais des semis, et là, j'arrive là-dedans, faut lever des poids, faire des barres de débile, mais je connais pas, moi, ce monde-là. Je découvre, j'apprends. Ouais. Et en fait, je m'épanouis à fond. Et finalement, le gars qui est là, on devient pote, et en fait, on décide de s'affilier tous les deux. Je passe mon level 1, et en fait, on décide de faire une structure affiliée CrossFit. Donc là commence mon début de l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Aventure entrepreneuriale. Voilà, exactement. Donc là, il faut que je fasse mes demandes auprès du SDIS, parce que les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit d'avoir une double activité, enfin du moins dans certains cadres. Ouais. Il y a un cadre réglementaire. Voilà. Par chance, entre guillemets, ça me rapporte rien, parce qu'en gros, je gagne pas d'argent là-dessus, mais je m'éclate dans le sens de la gestion de l'entreprise, ça me plaît. C'était vraiment cool. À la suite de ça, on a un problème de compatibilité avec mon pote. On explose complètement. Alors ça se passe très très mal. Des menaces, vraiment vilain. J'avais pas vu le truc venir, mais bref. Ça reste un très bon coach. Mais je quitte l'aventure, lui il a continué, moi je quitte l'aventure, je peux pas continuer avec lui, c'est pas possible. On est trop en désaccord. Et il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient vraiment pas chouettes. Donc là je dis c'est le moment de quitter l'école CrossFit
et de rouler ma vie sur autre chose. Et en fait, il y a des mecs qui viennent me voir de cette salle, qui me disent, Nico, ça te dirait pas de faire une autre salle un peu plus loin, dans un autre bled? Ouais, j'étais pas chaud. Non, vraiment pas. Tu vois, vu l'expérience du premier coup, ça m'a vraiment refroidi. Mais j'avais quand même adoré ça. Et en fait, c'est ma femme qui m'a dit, mais si, vas-y, recommence, fais-le. Je l'ai écouté. Des fois, on ne devrait pas écouter tout le temps sa femme. Mais je l'ai écouté. Et là, on a, avec d'autres associés, dont ma femme d'ailleurs, qui a participé au projet, on a monté une salle de CrossFit vraiment de A à Z. Donc cool, quoi. Je me relance finalement dans l'entrepreneuriat. Toujours avec l'accord du SDIS. Toujours avec l'accord du SDIS. Mais il faut pas jouer parce que ça craint hein, la punition. Enfin, du moins, s'ils se rendent compte que tu es allé au-delà du cadre légal, tu peux prendre cher. Donc moi, je joue pas. Je connais le fonctionnement de la loi en sortant de la gendarmerie. Je sais comment lire un code pénal, un code civil. Voilà, je sais qu'il faut pas jouer. Voilà, s'il vient l'idée que de me faire chier, ils peuvent vraiment me faire chier. Donc ouais, je suis dans les règles. Et d'ailleurs, ça a été très long, mais bon. La boîte, enfin la salle de CrossFit se monte, euphorie de malade, mais on manquait quand même pas mal de moyens financiers, et c'est ce qui nous a fait couler en fait. C'est je pense le manque de moyens financiers qui à long terme, enfin à moyen terme en tout cas, on manquait de liquidité. Tout ce que ça nous rapportait. En fait, c'était ça payait les charges globalement. Aucune personne n'était payée. Ah oui. Aucune personne n'était payée. Et donc finalement, on faisait ça bénévolement. Ouais, donc c'est pas viable. Ça a pas pu être viable. Il y a un coach qui a dû donner de l'argent de son salaire pour payer un coach pendant un certain moment. Enfin, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Pour certains, pour moi un peu moins parce que j'étais pas actionnaire majoritaire. D'accord. Ouais, c'était un peu dur pour certains. Il y en a qui ont perdu beaucoup plus d'argent que moi, même si j'ai perdu pas mal de fric. Encore une fois, même ça a beau être un échec, pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat, tout ça, c'est vrai que c'est dans l'air du temps un peu, sur les comptes de motivation et tout ça. Mais ils ont raison, dans le sens où déjà avoir monté une entreprise, même si c'est une micro-entreprise, en fait, on s'en fout. C'est vraiment se lancer à corps perdu en fait, et vraiment être focus sur un projet. Et quand t'es fonctionnaire, t'es pas focus sur un projet, jamais. Quand t'es salarié, t'es pas focus. T'es pas autant focus que si t'étais le patron. Bien sûr. Donc quand t'es même petit patron, en fait malgré tout, c'est vraiment une super expérience. Très enrichissant. Ouais, c'est hyper enrichissant. Et ce que j'en retiens de cette histoire, c'est que si tu montes une entreprise, fais-le avec le moins de personnes possible. Oui, ça c'est une belle leçon. Fais-le vraiment et ne fais pas de compromis. Ouais. On va rentrer dans le cliché de l'entrepreneur. L'entrepreneur. Mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Moi, chaque fois que je les écoute, je dis mais putain, mais arrêtez. Mais le pire, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, il y a beaucoup de Faut pas faire de compromis. Tu fais pas de compromis. Tu as une vision de l'entreprise, tu restes dans ta vision. Tu commences pas à partir à droite à gauche pour faire plaisir à ton associé. En fait, si dès le départ, vous n'êtes pas d'accord, montez pas l'entreprise. Ça peut pas marcher. Nous, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand on a monté la boîte, en fait, on était en désaccord sur plein de trucs. Et chacun, on a fait des petits compromis. À la distance, voilà, il y a un mec qui était un peu trop loin, donc il aurait préféré reprocher de chez lui. Je comprends son point de vue. Moi, je cherchais plutôt, pas forcément la proximité, même si pour le coup, c'était très proche de chez moi. Mais moi, je cherchais le volume de personnes à toucher. Il y a des endroits, dans les zones commerciales, tu vas toucher peut-être plus de personnes. Voilà. Chacun avait sa raison, en fait. Et on n'aurait jamais dû monter le projet comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, on avait trop de raisons chacun de faire des compromis. Et on n'aurait jamais dû faire de ces compromis-là. Parce qu'en fait, avec le temps, c'est des rancœurs qui s'installent. Et c'est des projets qui sont pas bien menés. Oui. Puisqu'en fait, on voit pas l'objectif. Chacun a un objectif différent, finalement. Puisque chacun a donné un avis et avait fait des compromis. Donc, tous, on avait un objectif différent, globalement. On n'avait pas la même ligne. Elle était sensiblement la même. Mais on s'écartait tous un peu. Donc, on avait tous une petite ligne écartée. C'était sûr que ça pouvait pas marcher. Et ce projet, il aurait pu très bien fonctionner tout seul.
mais pas avec moi en tout cas, avec un autre métier. D'accord. C'est-à-dire Oui. que Ouais. un des gars avec qui j'étais, il aurait monté ce projet tout seul, il aurait pu fonctionner, puisqu'en fait, il avait que lui à payer, que les charges, voilà. Mais bref, l'expérience en tout cas, c'était une super expérience. C'est pareil, je regrette pas. Ouais, j'ai perdu du fric. C'est une leçon qui coûte cher. Oui. Mais malgré tout, mais j'ai testé. J'ai testé Oui, voilà, l'entrepreneuriat. c'est ça, tu l'auras fait. En gros, faut rester focus sur les objectifs et Mm. les projets. Faut pas faire de compromis. Peut-être que l'expérience entrepreneuriale n'a pas été florissante comme tu l'aurais souhaité, Florissante, non, ouais. mais en Mais- tout cas, t'en as tiré de Ouais. riches enseignements, Exactement. et notamment dans ce qui te passionnait, c'est-à-dire le coaching et vraiment tout ce qui est culture CrossFit et du sport, des valeurs du sport en général. J'imagine que ça t'a apporté beaucoup de choses que tu as pu mettre à profit ensuite dans ton métier de pompier. Oui. En partageant, ne serait-ce qu'avec les collègues. en parlant Ouais, avec des gens exactement. comme moi. Ouais. Mais en fait, après, quand t'as le goût du sport, en fait, tu sais que c'est un. Enfin, tu partages parce qu'en fait, tu as envie que les mecs, surtout ceux qui ont des projets, en fait. Parce que le mec qui vient à la caserne, tu lui dis, il a pas envie, s'il a pas envie, tu lui dis de faire un truc, s'il a pas envie, il va pas le faire, en fait. Bien sûr. Ouais, il s'en fout. S'il passe le concours, il veut passer le concours, mais en fait, t'es obligé d'aller le chercher chez lui, le prendre par la main. Mais un mec comme ça, c'est une cause perdue. Mm. On en a tous. Il y en a ici au centre. Voilà, et des mecs qui ils veulent le beurre, l'argent du beurre, mais sans rien faire. C'est pas possible. Mais en tout cas, les gens qui sont volontaires, dans le sens où ils ont envie de faire un truc, mais moi, j'adore les aider. Et j'adore les aider dans leurs projets sportifs, Mhm. pas forcément pour être pro, hein, mais même dans leurs projets sportifs. Parce que déjà, je trouve que c'est très simple, en fait. Le corps humain, il n'est pas si compliqué que ça quand tu connais vite fait quand tu connais les fonctionnements. Et en fait, si le mec, il est d'accord pour faire tout ce que tu fais, tout ce que tu lui proposes de faire, en fait, tu l'amènes vers des sommets sans difficulté. Voilà. Après, faut que l'échelle elle soit pas raide, faut qu'elle soit dans une pente douce. Il faut pas travailler à fond. C'est comme pour la préparation de l'oral ou de l'écrit. Tu travailles pas à fond pendant un mois. C'est faux. Ceux qui se disent à un mois du concours, ouais, je vais me mettre à courir tous les jours, mais c'est faux, c'est mort, c'est fini. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors oui, peut-être que tu as des aptitudes. Tu vas y arriver. C'est pas le problème. Mais si tu pars de loin, ou si tu t'es pas sûr de toi, en fait, c'est 6 mois avant, 1 an avant. Et c'est tous les jours un peu. Pas beaucoup, c'est un peu. Mais oui. Tous les jours. Et pour le coup, ouais, moi, je trouve ça super bien d'expliquer aux gens le fonctionnement, expliquer comment tu prépares une séance, comment tu fais un programme. C'est fantastique. Enfin, moi, c'est un truc vraiment que j'adore. Et tous les mecs qui m'ont demandé, enfin, j'ai plein de gens que je connais qui m'ont demandé. Il y en a qui ont respecté ce que j'ai dit, d'autres qui m'ont pas écouté. Ce que j'ai retenu, c'est que tous ceux qui m'ont pas écouté n'ont pas eu le concours. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que ça aurait été moi, peut-être ils n'auraient pas eu le concours non plus. Hein. Mhm. C'est pas ce que je dis. Et je dis juste que ils sont allés chercher quelque chose de plus compliqué que moi ce que je proposais. D'accord, ouais. Ils sont pas allés dans la simplicité. Faut faire simple en fait. Ça sert à rien de partir dans des complications sportives. Le sport c'est simple. Mhm. Et tous ceux qui ont pas écouté ce que j'ai dit, ils ont pas eu le concours. Mais après, peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté, mais qu'après, ils n'ont pas travaillé non plus avec l'autre gars qui sont allés voir. Oui. Bien sûr. Après, peut-être parce qu'ils étaient dans un fil négatif. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la personne qu'ils auraient coaché, en fait, ils n'auraient pas le concours. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas finalement envie de faire tant d'efforts que ça. Mais ouais, c'est super. Et c'est encore plus gratifiant quand tu proposes à des gens de suivre une programmation et qu'à la fin, ils te disent « Ouais, j'ai réussi ». Ah, c'est hyper gratifiant. C'est super bon. Et je prends encore plus de plaisir à entraîner des gens justement qui partent de très très loin, plutôt qu'à entraîner des sportifs. Moi, entraîner des sportifs, ça m'intéresse pas. Je suis pas gratifié, c'est pas gratifiant. Les mecs gagner quelques minutes sur un semi, ça m'intéresse pas. Par contre, progresser, passer de 6 au 1000 sur un 10 km à 5 au 1000, ah oui, là ça me parle par contre. Ça c'est cool. Parce que les mecs ils partent vraiment loin. Et ça c'est chouette. Ouais. C'est pas gratifiant de la même manière, quoi. Ouais, je préfère ça. Quels sont les projets ou les ambitions dans les années à venir dans ton métier de pompier? Oula, mais là, quand on est père de 3 enfants, quand on a une famille, enfin les projets on les met un peu en stand-by. En stand-by, ouais. Du moins les projets pro. Là clairement mon projet c'est projet familial quoi. Ouais. Je veux dire
les pompiers, ça passera après la famille. Et j'ai aucun problème à dire ça. Bien sûr, oui. Et voilà, maintenant je suis grand, je sais qu'on n'est qu'un numéro, même si on me fait croire, ou on nous fait croire régulièrement que c'est pas vrai, t'es pas un numéro, le prends pas comme ça. Bah si, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave, je m'en fiche. Je fais mon taf, j'essaie de le faire bien. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais clairement, la priorité, c'est la famille. Je m'épanouis maintenant beaucoup plus avec mes enfants, avec ma femme. Après, en projet, mais quand ils seront plus grands, peut-être le concours de Liot. C'est quelque chose que j'ai envisagé. J'ai déjà passé une fois, je l'ai pas eu. J'avais pas bien révisé. Là, c'était clair que je pense que j'avais pas très envie de l'avoir. C'est un projet. Je sais pas encore. Je suis bien dans ce que je fais. D'accord. Je suis tout confort. Je suis en cyclique. Je gagne bien ma vie. J'ai beaucoup de temps avec mes enfants. Donc, je vois pas pourquoi, en fait, je ferais officier pour perdre du temps avec mes enfants. Oui. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est vrai que le 12 heures, c'est quand même Ben oui. un luxe. Mais c'est un luxe, mais clairement, c'est un vrai luxe. Ouais. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec des gens où on me demandait à quoi j'aspirais dans la vie, ou qu'est-ce que j'attendais de la vie. J'attends plus rien de la vie maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un métier qui me plaît, j'ai un salaire plus que correct, j'ai une famille aimante, des enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est clair. Non mais en vrai, est-ce que c'est pas l'objectif d'une vie? Je pense que pour les gens qui ont les valeurs familiales, en tout cas, ouais, voilà, c'est ça. C'est un objectif. Clairement. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux gens qui écoutent ce podcast et qui aimeraient devenir sapeur-pompier? Il faut pas que ce soit des tricheurs déjà. Faut rester ce qu'on est. Alors pas comme au McDo, hein. Faut pas venir comme on est. Hein. Mais il faut être la personne qu'on est en fait. Ouais. Les pompiers, faut pas être uniformisé. Il faut être plein de gens différents. Faut pas qu'on soit tous dans le même moule. On a tous à apporter un truc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque personne a un petit truc à amener. Si on est une équipe, on n'est pas une individualité. Ouais, c'est vrai. Sinon, en fait, ça aurait plus d'intérêt. Faut rester soi-même, être un petit peu discipliné. On demande pas le bout du monde. Hein. C'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas extraordinaire ce qu'on demande en discipline. Non, c'est pas la Légion, quoi. Non, mais en fait, on se fait une montagne de la Légion. J'ai bossé avec les légionnaires un petit peu. Ouais. Mais en fait, ça va, c'est pas non plus... c'est pas... C'est ce qu'on essaie de nous faire croire dans les documentaires. Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Évidemment que c'est discipliné. Évidemment qu'il y a un cadre. Tu fais travailler des nationalités différentes. Oui. Mais tu vois, par exemple, j'ai trouvé plus discipliné la brigade que la Légion. D'accord. Tu vois, quand j'ai bossé avec les légionnaires, j'ai trouvé ça plus cool que bosser au niveau disciplinaire à la brigade. Alors, c'est une question de point de vue. Hein. Il y a des gens peut-être qui vont dire l'inverse, tu vois. Mais j'ai adoré bosser avec les légionnaires. J'ai trouvé ça trop bien. Voilà. Donc, un minimum de discipline. Pas tricher, ne pas être un tricheur, mais dans le sens de sa propre mentalité, en fait. Ne pas faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Être entier, en fait. Même si tu penses pas être quelqu'un d'extraordinaire, en fait, on s'en fout que tu sois extraordinaire, en fait. On s'en tape. Si t'as des valeurs, en fait, un minimum de valeurs, c'est ce que je disais, t'es un petit peu discipliné. Tu révises un petit peu, tu lis tes cours de temps en temps. T'essayes d'être pas forcément au top. C'est difficile d'être au top tous les jours. Tu vois, mais t'as ça en tête. En tout cas, tu as ça en tête. Tu te dis, ce serait bien que je sois une meilleure personne. Voilà. Même si tu le fais pas tous les jours. Mais en fait, juste un peu tous les jours. Comme je disais, un peu tous les jours être une meilleure personne. Ça peut être de plein de choses différentes. Pour les pompiers, ça peut te faire un peu de sport, réviser un peu de temps en temps. Prends tes points, prends tes qualités. Si t'es bon dans quelque chose, vas-y, fonce, quoi. Si t'es bon en sport, mais reste bon en sport. Si t'es plutôt un littéraire, mais vas-y, révise. On a des super... Moi, tu vois, je suis pas moniteur de secourisme. J'arrive pas à mettre en tête tous les trucs que les mecs ils ont en tête. Il y a des super moniteurs de secourisme. Les mecs, ils sont super bons. Moi, ils m'épatent, hein. Vraiment, ils m'épatent. On dit que la réglementation, elle change tous les jours. Les mecs, c'est faux, mais dès que ça change, les mecs, ils sont au taquet. Il y en a, ils sont au taquet. Parce qu'ils vont chercher tout le temps les infos. Mais il y a d'autres trucs qui sont moins bons. Mais en tout cas, sur ça, ils sont bons. Moi, je suis pas bon là-dessus. Par contre, il y a d'autres trucs sur lesquels je suis bon. Et j'ai essayé de faire des efforts, tu vois. Mais rien que faire ça. Pas rester dans un marasme, dans la paresse. Voilà. Pas de tricheur, pas rester dans la paresse. Et l'altruisme, comme je disais tout à l'heure, sur les valeurs du sapeur-pompier, être un minimum altruiste. Ça va donner un peu de soi, en fait. Le contraire de l'égoïsme. C'est ça,
la définition de l'altruisme, c'est le contraire de l'égoïsme. Enfin, si t'es égoïste, tu peux pas être pompier, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Pas possible. Alors, t'en as qui passe entre les mailles du filet. Hein, t'en as certes. Enfin, c'est sûr que t'en as. C'est sûr, t'as des bonhommes, ils s'en tapent. Hein. Ils sont là juste parce qu'ils ont eu de la lumière. Peut-être qu'ils sont devenus. Ou qu'ils sont devenus, mais oui, peut-être qu'ils sont devenus après. Mais si tu l'es devenu après, tu l'es un petit peu avant. Tu peux te transformer, tu peux te transcender. Moi, j'ai des choses dans ma vie, tu vois, j'ai évolué. Je suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans. Tu vois, je me suis upgradé sur certains trucs, tu vois. Mais globalement, à part ces améliorations de qualité, en fait, le mec que je suis aujourd'hui, j'avais ces qualités à 18 ans, même avant quand j'étais JSP, tu vois. Ces qualités, je les avais déjà. Tu as pu les mettre à profit. Voilà. Par contre, voilà, je les ai améliorées, j'ai changé un petit peu dans les qualités. Toi, j'ai pesé le pour le contre sur certaines choses. Toi, ça a augmenté, ça a diminué. Mais je les ai. Tu les as. Sinon, on serait pas potes. C'est vrai. Voilà. On serait pas potes. Mais voilà, en fait, ces qualités, tu les as ou tu les as pas. Mais on les a, je pense qu'on les a tous en chacun de nous, hein, globalement, à part quelques personnes. Mais si tu te sors les doigts, en gros, tu peux être pompier. Après avoir passé le concours de pro, je me suis dit, mais putain, pourquoi je l'ai pas passé plus tôt? En fait, c'est tellement simple. À chaque fois, je me dis, mais avec le recul, je me dis, mais en fait, j'étais nul. J'ai dit, en fait, le concours, j'ai eu l'impression, quand j'ai reçu la feuille, quand j'ai reçu le fait que le document comme quoi j'avais réussi, j'ai eu l'impression d'avoir rien foutu. Tu sais, c'était un vol, quoi. Alors que c'est faux, hein. J'ai passé des soirées à réviser, hein. Bien sûr, bien sûr. J'ai passé des soirées, des après-midi, tous les matins j'allais courir pour le CLIG. Mais déjà le sport, c'est pas globalement, ça devrait pas être un malheur. Ça devrait pas être difficile à faire. Non, courir, c'est bon. Oui. Ça va, c'est pas le bout du monde. Puis si t'as pas envie de te donner, tu donnes pas, mais au moins t'as fait quelque chose. Ouais. T'as trottiné, c'est déjà bien, hein. Oui. Mais tes qualités, en fait, tu les as. Tu les as, tu t'améliores, et voilà, mais il n'y a pas de... Faut pas être un surhomme pour être pompier. Non. Faut pas croire. Après, il faut pas non plus rentrer dans l'excès où j'entends des slogans qui, moi, m'attristent un peu, mais je pense que c'est aussi bon nombre de pompiers qui pensent ça. Enfin, j'ose espérer. Où en fait, maintenant, on attend... Alors, je parle pompier pro, pompier volontaire. Je mets tout le monde dans le même panier. Je fais pas forcément de différence, du moins sur ce point-là, sur les valeurs, en tout cas. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Ou même BSPP, USC, hein, pour moi c'est pareil. Où en fait, maintenant, il faut recruter n'importe qui, n'importe quand. Voilà, il faut du monde dans les camions. On n'attend plus un résultat. Voilà, il faut tout le monde. Mais non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Voilà, il faut pas tout le monde, parce qu'en fait, si tu te retrouves avec tout le monde, tu te retrouves avec n'importe qui et ça marche pas. Ouais, ça fonctionne pas. Voilà, il faut pas prendre tout le monde. Ouais. Il faut une base, il faut vraiment une base, il faut un fil conducteur, il faut une base, il faut un minimum de difficulté pour pas avoir des mecs qui se laissent aller au bout de 5 ans. Parce que tu vois, moi j'ai eu des mecs à 20 ans avec le buseille. Ils étaient gros. Ouais. Des pompiers gros à 20 ans. Alors, je leur en veux pas, je suis pas en colère contre eux. Hein. Au contraire, ça m'attriste. Hein. J'ai beaucoup de peine pour eux. Parce que même pour la vie de tous les jours, c'est dur, les maladies. Se trouver une copine, c'est pas facile quand t'as du poids. Bien sûr, ouais. C'est dur, hein. Ouais, putain, à 20 ans, quoi. Pompier gros. Non, tu peux pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. À 20 ans, t'as pas le droit. Je dirais même qu'à 40 ans, t'as pas le droit non plus. Hein. Et je te rejoins totalement dans ce que tu dis. Je vais peut-être même aller plus loin en disant que, de par l'uniforme que tu portes, tu peux pas te permettre. Je veux dire que dans le subconscient collectif, un pompier, au même titre qu'un militaire, c'est quelqu'un qui entretient, qui a une hygiène de vie, qui entretient sa condition physique, qui doit montrer qu'il est capable de porter secours. Bien sûr. T'imagines l'image que ça donne, les pompiers obèses, là? Je trouve qu'on en voit de plus en plus. Mais oui. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la politique. La politique du recrutement qui veut ça. Il faut du monde dans les camions. Il y a plus de vocation. C'est difficile. Mais c'est pas quelque chose, je suis pas en colère, encore une fois. Hein. En fait, les gens, ils ont besoin de travailler. Ils ont pas de temps libre à donner. Ils ont plus de temps libre à donner pour les pompiers. C'est triste, hein. C'est juste que le système français, il fonctionne sur le volontariat. Faut dire ce qui est. Oui. Si demain il y a plus de volontaires, il y a plus de secours en France. C'est fini. C'est fini. Alors on pourrait, hein, mais il faudrait mettre des moyens financiers. Bon, on les a pas. On les a pas. Donc on prend les pompiers volontaires. 80% de l'effectif à l'échelle nationale. Voilà. Avant de pouvoir le remplacer. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas.
Mais tu parles des pompiers, mais pas que les pompiers. Les forces de l'ordre. Quand tu vois des flics ou des gendarmes obèses là, qui puent la mauvaise santé, mais tu te dis, mais c'est entre ces mains-là, ma vie est entre ces mains-là. Ouais. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Mais c'est comme ça, en tout cas. Faut faire avec. Faut faire avec. Mais c'est dur, hein, je pense que pour l'encadrement, c'est difficile, hein, parce que les mecs là, tu peux pas forcément les mettre à la porte. Hein. Enfin, c'est compliqué de les mettre à la porte. Bien sûr. Pour qu'ils prennent conscience. C'est pas prévu par l'institution, en tout cas. Il faut leur faire prendre conscience qu'en fait, là, ils sont en mauvaise santé, ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Hein. Oui. Quelle que soit l'unité. Hein. Mais ouais, il faut pas, quoi. Vraiment, il faut pas. Hein. Je pense. Et quand tu vois que des pompiers, ils meurent tu feras des statistiques, hein. Mais la principale mort des sapeurs-pompiers, c'est pas ils meurent pas au feu, hein. Globalement, il y en a, attention, il y en a qui meurent au feu. Ouais. Beaucoup même. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de pompiers qui meurent juste d'un malaise cardiaque. Bien sûr, oui. Et pas en éteignant un feu. Non. Voilà. Juste parce que le bip sonne dans leur lit. Ouais. Et dans voiture aussi. Ouais. Prévention. Beaucoup d'accidents de voiture. Les volontaires, beaucoup de volontaires qui se cartonnent en bagnole, en allant au bip. Et aussi beaucoup de pros et de militaires qui se cartonnent en allant bosser ou en débauchant, qui sont fatigués. Les motos, attention. Les bagnoles, attention. Beaucoup de pompiers qui meurent. Si tu vois les stats, je crois que c'est les accidents de la route et les malaises cardiaques. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est ça. Hein. Alors qu'on devrait pas. Hein. On devrait pas. Eh bien, écoute, Nico, on a abordé pas mal de points. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce podcast. Ça fait quasiment 1h30 quand même. Donc, non, c'est un super épisode, bien riche. Donc, merci beaucoup pour ton temps et ton témoignage. Et puis à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était le premier épisode de la série Les Entretiens du podcast Le Riff. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en laissant un petit like. N'hésite pas à partager et à me le faire savoir en commentaire. Si toi aussi tu veux partager ton expérience de sapeur-pompier, tu peux me contacter par mail. N'hésite pas à me suivre sur tous mes autres réseaux qui sont dans la description. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.